Les redesigns de consoles sont intéressants. Tout le monde sait que perdre du poids, c'est pas facile. C'est pourquoi la transformation extrême de la PlayStation 2 est incroyable. Nintendo est l'exemple parfait que c'est normal de changer de style pour trouver qui on est vraiment. Et aussi la preuve qu'on a tous déjà eu des looks dont on a honte. Les redesigns de consoles vont toujours exister. Après tout, ça donne une deuxième chance de régler un problème technique majeur, créer un modèle plus abordable ou juste faire une meilleure console en général. Si plusieurs redesigns ont été des succès remarquables, certains réussissaient leur objectif malgré quelques défauts, alors que pour d'autres, c'était juste pathétique. C'est l'heure de regarder les redesigns dans l'histoire du jeu vidéo pour voir lesquels ont réussi à relancer l'intérêt envers leur console et lesquels créent sûrement un malaise dans leur réunion de famille. Au début, le monde du jeu vidéo était le Far West, les consoles étaient nouvelles et les constructeurs pouvaient faire un peu n'importe quoi. Par exemple, les premiers redesigns de consoles arrivent vers 1980 avec la Fairchild Channel F2 et l'Intellivision 2, deux noms qui sonnent évidemment comme des suites, une deuxième console plus puissante, mais non. C'est les mêmes consoles qui jouent les mêmes jeux, juste avec un look différent. Et pour l'Intellivision 2, le mot « différent » est une manière polie de dire « arc ». Oh, ils disent pas, mais tous les matériaux sont plus cheap. Imagine être berné par la publicité de l'Intellivision 2 pour finalement recevoir les mêmes manettes de téléphone bizarres, mais cette fois avec des boutons beaucoup plus désagréables. Le rival de l'Intellivision, l'Atari 2600, est sorti avant en 1977, mais c'est seulement en 1986, après pourtant deux autres modèles différents de consoles, que l'Atari 2600 Junior est sorti. Ça a été un gros succès, surtout aidé par son prix à moins de 50 $ américains et le fait que dans le marketing, ils n'ont jamais utilisé le nom Junior, qui sonne pathétique. Ici, c'est encore juste l'Atari 2600. Le design en soi manque un peu de charme. La console est plus petite, mais aussi moins premium. Comme pour l'Intellivision 2, c'est décevant d'avoir enlevé la finition en bois. Je vais être honnête, ces deux modèles-là sont parfaits à avoir dans un vieux chalet. Ah, regardez, peut-être moins joué. La NES est une des consoles les plus iconiques, mais même le modèle légendaire que tout le monde connaît venait avec son lot de problèmes. C'est bien beau faire insérer les cartouches à l'intérieur de la console pour qu'elles disparaissent comme par magie, en essayant d'introduire une technologie aussi avancée dès 1985 que tout était possible, même l'échec. Avec ça, les problèmes de lecture de jeu étaient plus forts que jamais. Ça a même donné naissance à la fameuse technique de souffler dans une cartouche, aussi appelée le déni. C'est seulement en 1993, donc environ 2 ans après la sortie de la Super NES, que la NES a eu droit à une version appelée Top Loader où les jeux s'inséraient sur le dessus de la console. Mais tout n'est pas parfait. Nintendo en a aussi profité pour retirer la sortie AV, donc on peut seulement connecter la console à la télé grâce à la sortie RF, ou radiofréquence. En gros, la sortie AV offre une meilleure qualité parce que la connexion pour l'audio et les images sont séparées versus la sortie RF où tout arrive au même endroit pour une magnifique qualité d'image qui a l'air de faire en permanence une crise d'épilepsie. C'est un choix bizarre, considérant que la version japonaise de cette nouvelle sortie de console s'appelait la Famicom AV. Le mode de sortie était littéralement dans le branding de la console. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu compliqué pour rien. Ça prend un adaptateur spécial pour les prises RF et de toute façon, il y a des options simples comme la NES Classic Mini qui vient avec 30 des meilleurs jeux de la console ou même le mode en ligne sur Switch qui donne accès aux jeux classiques. La Sega Master System 2 est un autre cas de « j'espère que tu l'achètes pas si t'as déjà le premier modèle parce que tu vas être déçu ». En vrai, la console est correcte. Je préfère le look plus unique de la première génération, mais la 2 est plus compacte et abordable, ce qui est bien. Le problème, c'est que certains jeux Master System sont sur des cartes et non des cartouches, mais la Master System 2 avait pas la fente pour lire les cartes. Bon, il y a seulement environ une dizaine de jeux sur des cartes, mais ça reste bizarre de sortir un modèle qui peut pas jouer tous les jeux déjà sortis, surtout que ça inclut des classiques comme Ghost House. La console suivante de Sega a poussé le concept à l'extrême avec pas juste un, mais bien 2 redesigns. On dirait une chaîne d'évolution de Pokémon, mais où ils deviennent de moins en moins forts. Oh merde, mon Dracofeu est devenu un roucoule. En vrai, la Genesis 2 est correcte. C'est la Genesis 3 qui est... Je sais pas, la meilleure façon de la résumer, c'est le bouton Power qui éclaire pas avec une lumière. Quand on active la console, ça nous laisse voir un collant orange.
C'est juste triste, quoiqu'à la grosseur ridicule de la console, c'est presque mignon. La Genesis 3 fonctionne pas avec les accessoires de la console comme le Sega CD et le 32X, mais en même temps, la Genesis 3 coûtait 50$ et elle a même descendu jusqu'à 20$ vu la compétition féroce. La Super NES de son côté a été plus sobre avec un seul redesign en 1997, le modèle Junior, qui encore une fois est pas très fier d'être un modèle Junior. Des fois, il y a aussi des redesigns où ça vaut juste pas la peine d'en parler. Voici la Sega Saturn et la Sega Saturn 2. C'est pas vrai, je les ai inversés. On dirait le jeu de trouver les 7 erreurs d'une image à l'autre, mais où le dessinateur a oublié d'ajouter les erreurs. En vrai, c'est les boutons ovale versus rond. Choisissez votre courbe fermée préférée. La PS1 a même pas fait l'effort d'appeler son redesign la PS2. Quoi qu'une chance, sinon on serait genre rendu à la PS14. Le nouveau modèle est considérablement plus petit. Tu sais que plus tard, quand ils ont trouvé le nom Slim, il était comme « Oh merde, pourquoi on y a pas pensé avant? » Un des avantages de la version One, c'est qu'elle peut avoir un écran bizarre LCD qu'on attache sur la console. C'est cool, ça en fait une console portable, qu'il faut quand même brancher. Donc ouais, bel essai, mais pas si bien pensé. La PS2 Slim, ça c'est une console qui a tout compris. C'est pas un hasard que c'est devenu la console la plus vendue de l'histoire. Honnêtement, c'est absurde que Sony a réussi à rentrer ça dans ça. La PS2 était déjà un succès monstre et le modèle FAT reste excellent, mais le côté compact de la Slim est tellement pratique. C'est à ce moment que Sony a dû comprendre qu'être aussi petite, c'est l'avenir des consoles de salon. Ça, c'est la PS3. Le modèle de base, c'est l'oncle qu'on a tous qui est super fier de son régime. Jusqu'à ce que tu le revoies 6 mois après, il a l'air d'avoir été gonflé par une pompe à vélo. La PS3 d'origine était massive. J'aime le côté luxueux, est élégante. Ça avait l'air de quelque chose qui coûte cher. Ça avait pas juste l'air. 600$ américains pour une console en 2006, c'était absurde. La même année, la PS2 Slim était rendue 130$. Le prix de la PS3 a rapidement descendu jusqu'à 400$ en 2009, mais la réputation de la console était déjà impactée par son lancement catastrophique au prix d'une voiture usagée. J'ai jamais dit une bonne voiture usagée. Donc en 2009, Sony a ramené son modèle Slim et même si la console était un peu moins luxueuse, elle est quand même super bien faite. Le seul point dérangeant, c'est qu'on perd la possibilité de pouvoir jouer aux jeux PS2. Au moins, on peut jouer à ceux de PS1. Ça, c'est juste weird d'avoir la rétrocompatibilité pour la plus vieille console Sony et pas la PS2. C'est comme quand tes parents disaient que vous partiez en voyage. Yeah! En voiture pour 12 heures de route avec votre oncle qui transpire trop fort et fait juste se plaindre que son régime a échoué. Oh merde! Mais si la Slim a été un aussi gros succès, pourquoi pas pousser le concept? La PS3 Super Slim, c'est sûrement la fois où le mot « super » a été le moins bien utilisé dans l'histoire. OK, la deuxième. Le modèle est correct, mais pour juste 30$ de moins que la version Slim. Prends la version Slim! Pour vrai, si tu veux vraiment vivre la joie d'ouvrir et fermer la porte à CD, fais-le au moins avec une vraie porte. Du côté d'Xbox, la 360 avait cruellement besoin d'une autre édition pour un problème assez évident. Le Red Ring of Death était tellement gros que c'est devenu mainstream, ce qui a non seulement nuit à la réputation d'Xbox, mais aussi coûté plus d'1 milliard de dollars en réparation à Microsoft. C'est donc vraiment pas surprenant que pour le redesign, la Xbox 360S a changé de couleur du blanc au noir pour s'éloigner le plus possible de l'image du problème. Aussi, le Wi-Fi a finalement été intégré dans la console, ce qui est juste beaucoup plus pratique que de devoir la connecter à un fil. La Xbox 360e, de son côté, est sortie en fin de vie pour la 360 et le modèle est correct. En termes de performance, il y a quelques ports en moins, mais ce qui est bizarre, c'est que visuellement, ils ont changé son look pour qu'elle ressemble à la nouvelle Xbox One. Je trouve ça stupide. Garde ta propre personnalité. Les gens qui voulaient une Xbox One la voulaient pour jouer aux jeux Xbox One, pas pour avoir une console dans leur salon qui fait juste leur rappeler qu'ils n'en ont pas d'Xbox One. Ça fait un bout qu'on n'a pas parlé de Nintendo et c'est parce que la compagnie a tendance à juste faire des redesigns pour ses consoles avec beaucoup de succès, donc ils ont sauté la 64 et la GameCube. Je veux pas spoiler la suite, mais attendez-vous pas à voir la Wii U ici. De toute façon, il aurait appelé ça comment? La Wii U minuscule? Quoique prononcé en anglais, la meilleure option aurait été la Wii P.
Whippy! Bref, la Wii est la console qui a relancé Nintendo au sommet et son design de base était déjà parfait. C'était à la fois simple et original, c'était petit, c'était iconique. Et on va se le dire, à ses débuts, c'était tellement impossible de trouver une Wii qu'il n'y avait aucune raison de sortir un nouveau design. C'est seulement vers 2011, quand la folie de la Wii s'était essoufflée, que Nintendo a essayé de relancer l'intérêt envers la console avec la Wii Family. Ouais, la Wii est tellement parfaite que le redesign consiste pas mal juste à retourner la console sur le côté. Bon, on pouvait déjà le faire avant, mais là au moins le nom de la Wii est aussi tourné, ce qui est un détail cool. La console vient sans le support pour la tenir, ce qui est logique, elle n'en a pas besoin, et surtout sans la possibilité de jouer aux jeux GameCube. Mais ça, c'est déjà plus que pouvait faire la Wii Mini. Oh, la Wii Mini. Une version mini d'une console déjà minuscule? Merci Nintendo, je savais vraiment plus où mettre cette énorme Wii. Sérieux, imagine tu vas chez quelqu'un, la personne te dit qu'elle a une Wii, t'es super nostalgique et il te montre... ça. T'as le droit de juste quitter et jamais reparler à la personne. Le modèle est étrange sans le look légendaire de la Wii, c'est super cheap, la console a même pas de connexion possible à Internet. Ça, c'était une opportunité manquée parce que les boîtes de streaming devenaient de plus en plus populaires, donc avoir ça pour pas cher et pouvoir s'en servir pour projeter Netflix sur sa télé aurait pu être solide. En plus, c'était rouge. Par contre, il n'y a pas juste du négatif. Au début, quand c'est sorti en exclusivité au Canada, c'était seulement 100$. Mais ça s'arrête pas là, ça venait avec un nunchuck, une Wiimote, ça venait même avec Mario Kart Wii. Rendu là, Nintendo devait être proche de payer les gens pour qu'ils se procurent la Wii Mini. À l'époque, il y avait littéralement moyen de faire un profit si on achetait la console et vendait tout ce qui venait avec. La PS4, c'est la première console de base Sony depuis la PS1 qui n'est pas un monstre massif. Personnellement, je la trouve hyper propre. De l'autre côté, son classique modèle Slim est correct. Je sais pas, avec ses coins arrondis, je la trouve moins moderne. On dirait une console faite pour des idiots et être certain qu'ils se rendent pas un coin dans l'œil. La PS4 Pro, c'est la même chose, mais comment rendre ça plus professionnel? Ah, une troisième ligne. 3, c'est plus que 2. Les gens vont comprendre. La réponse d'Xbox a été assez solide. C'est drôle parce qu'ici, à l'inverse, j'aime pas le modèle de base. Je le trouve sans saveur, mais les deux redesigns sont ultra réussis. La Xbox One X ressort super bien et sobre, mais ça se place à la perfection dans n'importe quelle pièce sans trop attirer l'attention. Sinon, la Xbox One S, l'équivalent de la Slim, est aussi un succès selon moi. C'est un beau modèle aussi puissant que celui de base malgré sa taille et son design est super propre en blanc. Les trous sont un choix audacieux, mais ça fonctionne bien. Par contre, la Xbox One S All Digital, pourquoi? C'est sorti en 2019 pour 50$ de moins que le modèle One S, qui à ce stade était facilement trouvable usagé ou même neuf en rabais. J'adore le marketing sur la boîte de la Xbox One S All Digital où ils font comme si le fait de pas avoir un lecteur CD était un positif, comme si ça prenait de la place. L'espace que ça prend, c'est sur la console. Je m'en contrefous d'avoir plus de portions vides sans lecteur CD sur la Xbox. C'est pas ça qui va me donner plus de place dans ma salle de bain. La génération suivante est une des plus ennuyantes en termes de redesign. Du côté d'Xbox, rien. Et du côté de Sony, il y en a, mais c'est pas vraiment inspiré. C'est encore une fois les fameux modèles Slim et Pro. La Slim réussit bien sa mission d'être un modèle plus petit, alors que la PS5 Pro réussit sa mission d'endetter les gens. Surtout ceux qui veulent un lecteur CD. Sérieux, est-ce que Sony essaie de convaincre les gens que de devoir insérer un CD dans une console, ça fait amateur? Les vrais pros ont pas le temps de faire ça. La Switch étant une console hybride, les redesigns ont encore plus d'impact parce que ça change la prise en main. Par exemple, il y a la Switch Lite, un modèle vraiment facile à transporter. Une chance qu'elle ait cette qualité-là parce qu'on peut pas la docker et jouer sur la télé, ce qui enlève un peu l'intérêt de la Switch. Je veux dire, le nom de la console est basé sur le concept de switcher de la télé au mode portable. C'est plus vraiment une Switch, c'est juste un gros tabarnak de Game Boy. Confortable par contre, c'est pas mauvais. Même si je pense que c'est mieux d'acheter le modèle de base dockable, c'est bien d'au moins avoir l'option de jouer en multijoueur avec des amis. Mais encore mieux que le modèle de base, il y a la Switch OLED.
Tout est juste un peu mieux, l'écran est plus beau, plus gros, les speakers sont meilleurs, le petit pied aussi, pour 50$ de plus, ça vaut la peine. Mais la Switch, c'est certainement pas la première console portable, et si ici les changements étaient assez mineurs, ça n'a pas toujours été le cas. La Game Boy. Ça, c'est le cas le plus évident d'une compagnie qui se dit « On tient quelque chose de bon, c'est l'heure de faire 10 000 variantes pour en vendre le plus possible. » Après le modèle classique de la brique grise, on a eu la Game Boy Pocket, un modèle plus petit avec un écran qui donne finalement plus l'impression d'avoir consommé de l'acide. La Game Boy Light avec une lumière pour éclairer l'écran. Enfin, la Game Boy Color qui a pas de lumière. Pourquoi? C'est vraiment cool d'avoir intégré la couleur, mais 90% du temps, je la vois pas. Sérieux, c'est un changement majeur et vraiment remarquable, mais le fait que Nintendo considère pas ça comme une console différente, c'est bizarre. Ils voulaient clairement juste continuer à booster les ventes. Au moins, la Game Boy Advance est finalement considérée comme une nouvelle console, même si ici, le modèle ultime reste la SP. Non seulement elle est pliable pour prendre moins d'espace et protéger l'écran, mais en plus, ça vient avec une lumière et une batterie rechargeable. Dans cette lignée Advance, il y a finalement la Game Boy Micro, ou c'est appelé comment ne pas garder le meilleur pour la fin. C'est plus mignon que pratique, bonne chance pour jouer à un RPG sur un écran de 2 pouces. Mais cette stratégie-là de faire 10 000 modèles n'est pas exclusive à Nintendo. Sony aussi aime l'argent. La PSP de base est le modèle 1000, mais après on a eu la 2000 et la 3000, deux bonnes révisions avec des changements mineurs. Mais ici, il n'y a pas de mauvais choix, les 3 modèles sont solides. Non, c'est avec les 2 prochaines versions qu'on voit des gros changements et c'est pas pour le mieux. La PSP Go est une console digitale seulement et en 2009, on peut dire qu'elle est en avance sur son temps. Si aujourd'hui c'est presque unanimement détesté et à l'époque c'était presque mignon. Stupide, mais mignon. Presque. Pour la PSP E1000, le E est bien utilisé parce que... c'est juste une version ultra cheap, la construction est assez terrible et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'accès Wi-Fi, donc on peut pas se connecter à Internet. Après, en 2012, il y a eu la PSP Vita qui s'est contentée d'une version slim avant que Sony abandonne tranquillement les consoles portables. Mais une compagnie qui n'était pas encore prête à abandonner les consoles portables, c'est Nintendo. En gros, de 2004 à 2017, il y a eu 2 consoles officielles, la DS et la 3DS, qui ont eu un total de 8 redesigns. La DS d'origine avait une forme bizarre, on dirait qu'elle a été dessinée par un enfant qui dépasse de tous les côtés. La base était excellente, mais c'était aussi la preuve qu'on pouvait juste aller vers le haut. Et c'est le cas avec la version Lite parce que, wow, que ce modèle-là est parfait. Sérieux, si la DS Lite est un oiseau, ça serait un cygne. La DSi et la DSi XL sont aussi des cygnes, mais avec une grosse tache dégueulasse. Sérieux, ces 2 modèles-là sont pas vraiment nécessaires. Je veux dire, ça reste excellent, mais l'ajout d'une caméra apportait pas beaucoup à l'expérience. Toutes les photos ont l'air d'avoir été prises avec un pouce devant la lentille. Pour les consoles 3DS, c'est un enchaînement de lettres et de chiffres différents où le nom résume pas mal ce que la console fait. 3DS XL. Oui, c'est plus gros. La 2DS me fait rire. Elle abandonne ce qui était à la base l'identité de la console, la 3D. Bon, en vrai, la 2DS est super cheap, mais pour des enfants, ça peut être pratique et elle a quand même une bonne prise en main. Si tu voulais juste jouer à quelques jeux, ça passe bien. Par contre, bonne chance si tu veux la transporter. Ça rentre dans une poche de kangourou. Ensuite, on répète l'exercice, mais avec les versions New des 3DS. Mon Dieu que c'est interminable, les noms deviennent ridiculement longs, c'est juste des blocs d'informations. Elle est nouvelle, c'est la 3DS, puis grosse, deal with it. Une chance qu'on n'a pas eu un modèle pro. La New 2DS XL ressemble plus à la vraie console, ce qui est bien. Par contre, pour genre 30$ de plus, prends la vraie console. Et c'était les redesigns de consoles de jeux vidéo. Des fois, le changement, c'est super efficace pour relancer l'envie des gens vers une console. Et des fois, c'est la Wii Mini.